Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, durant ces mois-ci, vous savez que chaque lundi, je reçois une nouvelle personne, une nouvelle entrepreneur un ou une nouvelle entrepreneur sur dans cet espace pour qu'on puisse partager, s'inspirer et connecter avec qu'est-ce qu'être entrepreneur, quelles sont les différentes réalités aussi d'un entrepreneuriat conscient et en fait juste écouter, ressentir et partager. C'est pour ça que je suis hyper contente aujourd'hui de pouvoir recevoir Laure Barthélémy qui va nous inspirer de son parcours. Et merci beaucoup Laure d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Cécilia, de m'avoir invitée. Et du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir qui étais-tu avant d'entreprendre, d'où viens-tu, quel a été ton parcours avant ce projet que tu développes? En fait, je crois que j'ai toujours entrepris. J'ai toujours été entrepreneuse depuis que je suis petite. Je ne le savais pas, mais avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais toujours en train d'imaginer des idées de business, de vendre des trucs, de fabriquer, de vendre, de commercialiser. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est cette prise de conscience et de le professionnaliser. Parce qu'une chose, c'est avoir l'envie, autre chose, c'est le professionnaliser. Donc, je suis passée par plein d'étapes pour arriver à mon mouton à 5 pattes d'aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de nous partager justement ce mouton à 5 pattes? C'est quoi actuellement le projet de cœur que tu développes? Alors actuellement, mon projet de cœur, il s'articule autour de deux axes. Il y a une partie de conseil que j'appelle réflexion et j'ai une partie action. Qu'est-ce que je fais exactement? Donc, mes raisons d'être, c'est déjà de stopper la solitude improductive des entrepreneurs. Euh, Quand on est entrepreneur, à défaut d'être salarié, on est dans une entreprise, il y a toute cette notion de dimension de groupe qui est assez protectrice, qui peut être motivante ou désagréable. Quand on est entrepreneur, on sort de ça pour créer nous-mêmes notre propre dynamique. Et les débuts, on est très souvent seul. Et même quand on est on a la chance d'être à 2 ou 3 associés, rapidement, on se retrouve seul parce qu'on a besoin d'autres cerveaux pour nous aider à grandir. Non, mon autre raison d'être, c'est de booster la motivation et la créativité de mes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que de la même façon, comme on est seul, quand on passe par des zones de down ou d'euphorie, les zones d'euphorie parfois nous font prendre des décisions qu'on finit droit dans un mur, ou alors nous mettent un bon moteur aux fesses et nous fait avancer. Et les zones de down où nous font arrêter le projet ou broyer des idées noires et nous tétanisent, nous empêchent complètement d'avancer. Donc, ce que je m'engage à faire, c'est pas de les enlever parce que ces moments de up et down seront toujours, ces montagnes russes émotionnelles seront toujours présentes. Par contre, si on change la façon dont on les perçoit et on les vit, ça change complètement la donne. Donc, j'essaye de réduire ces amplitudes et en tout cas de réduire ces hauts le cœur. Une de mes clientes disait qu'elle avait l'habitude, pour elle, c'était un jour, elle était avec une coupe de champagne à la main, et le lendemain, elle était au fond du seau avec la glace. Elle n'était pas ivre-morte sur son lit, non, non, elle était au fond du seau avec la glace, qui est très différent. Donc, j'avais beaucoup aimé son analogie. Et ma dernière raison d'être, c'est de cultiver l'autonomie des entrepreneurs, parce que je pars du principe que c'est extrêmement important d'être autonome dans le développement de son projet, tout en se faisant aider. Donc, je reviens à mon tout début de ce que je vous expliquais. Donc, j'ai une partie de réflexion et d'action. Donc, autour de ces 4 axes-là, j'accompagne mes entrepreneurs à réfléchir parce qu'on est dans un monde où on a l'urgence de faire. On peut appeler ça, quelqu'un proche de moi appelait ça l'immédiocrité. Donc, on comprend bien ce joli mot valise. J'adore les mots valises. Et cette urgence de faire, parfois, elle est nécessaire et parfois, elle nous fait partir dans des pièges dont il est difficile de sortir. Donc, j'aime dire que souvent, je sors mes clients de la piscine. Ils ont bien bu Je les laisse boire la tasse déjà parce qu'avant, ils ne veulent pas sortir. Donc, ils me disent non, non, mais je nage. Je fais OK, ben nage. Non, mais je nage encore. Je dis ben, nage. Mais bon, là, tu as quand même bu beaucoup d'eau.
On va peut-être sortir, on va regarder la température de l'eau, si elle est salée, sucrée, pas salée, qu'est-ce qu'on fait comme nage. Et donc certains ont vraiment besoin de nager, on se prendre des murs ou boire la tasse pour ensuite prendre le temps de réfléchir. Donc la dopamine que génère l'opérationnel est une drogue dont il est difficile de s'en sortir. Donc même si on se plante, on veut faire, on veut faire. Donc moi, je les fais sortir pour leur dire, OK, on va continuer à faire, mais en parallèle, on va aussi un peu réfléchir pour mettre du sens dans nos actions. Et d'un autre côté, j'ai une partie donc d'action où là, je crée du contenu et je réalise des pièces de communication à proprement parler qui vont depuis un site web jusqu'à une identité de marque, des newsletters, des grilles de stratégiques pour Instagram ou tout type de réseaux sociaux. Et, euh, et donc, si je reviens avec mon analogie des entrepreneurs qui nagent sans vouloir sortir de la piscine, j'en ai d'autres aussi qui restent dans l'essoreuse et qui ne font que réfléchir et qui ne veulent pas faire. Donc, eux, je les sors de la machine à laver et je leur dis maintenant, ça suffit, on va nager. Donc, voilà. Et donc, j'invertis. Il y a toujours de l'eau entre les deux, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a que je sors de l'essoreuse et donc je mets à nager. Toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? C'est quoi ce moment où tu t'es dit, OK, je me lance à la piscine ou au contraire, OK, je réflexionne je réfléchis et je connecte avec cette stratégie. Ça s'est fait comment pour toi? Ce qui m'a motivée, c'est la quantité d'idées que j'ai en tête. C'est qu'à un moment, il fallait que je les passe en réalisation. Je ne sais pas combien d'idées de business, donc je suis sortie aussi de mes zones de compétences. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça me fait me rendre compte de là où je brille et ça me fait me rendre compte de là où je suis pas bonne. Donc c'est important aussi. C'est pas des échecs, c'est des sorties qui me font encore plus valoriser là où je dois être. Donc voilà, cette idée d'entreprendre, je l'ai toujours eue depuis très longtemps. C'est aussi, donc, qu'est-ce qui m'a poussé à ça? C'est peut-être qu'en tant que salarié, j'ai appris énormément. J'ai eu la chance de travailler dans des agences internationales de design où on avait des clients, des comptes et des moyens super intéressants. Mais en face de moi, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément 100% décisionnaires. Quand on travaille avec des grandes multinationales, euh, c'est un espèce de maillage et les décisionnaires ne sont pas forcément présents lors des réunions de création. Donc il y a une certaine, pas frustration, mais on n'a qu'un bout du projet global et en face de moi, on a des gens aussi qui sont extrêmement stressés. Donc je pense que j'avais déjà envie de résoudre des problèmes d'humains, en fait, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, plus que de salariés dans une grosse multinationale, pour avoir une réalisation plus concrète, toucher le concret. En fait, la joie, enfin, de voir quand vous discutez avec un entrepreneur sur son développement stratégique, à un moment, il décroche, il ne vous écoute plus. Et moi, c'est ma plus grande satisfaction. Euh, Parce qu'il est déjà en train de réfléchir comment il va faire, pourquoi, comment. Tandis que si vous êtes dans une multinationale en face de vous, la personne va peut-être décrocher, mais c'est parce qu'elle va se dire qu'est-ce que mon chef va penser? Est-ce que mon autre département va être d'accord? Est-ce que le département machin? Donc, c'est pas du tout les mêmes réflexions. Donc, la satisfaction est très différente. Les apprentissages sont différents aussi. Et qu'est-ce qui m'a motivé d'autres aussi à entreprendre? Je pense que c'est vraiment la création en tant que telle, l'essence même de créer. Pour moi, entreprendre, c'est étroitement lié à la création. De formation, je suis designer graphique. Et j'ai toujours créé depuis que je suis toute petite, des vêtements, des bijoux, des meubles, tout. J'ai toujours tout fait. J'ai délibérément décidé de ne pas me lancer dans tout ce qui était loisirs créatifs ou création manuelle parce que je savais très bien que moi, ce qui m'intéressait, c'est l'exploration et que j'allais pas aller jusqu'au bout. Donc, j'ai exploré plein de choses sans jamais avoir enfin, sans jamais y croire que ça allait devenir une profession, parce que j'étais pas suffisamment. J'étais tellement passionnée de plein de techniques différentes, il n'y en avait pas une qui prenait le pas pour essayer de la professionnaliser, même si j'ai essayé, hein, mais je m'en suis rendu compte avec du recul que c'était pas possible. Donc, ça, dès le début, je savais qu'il fallait que j'ai un métier créatif, mais qui ait une dynamique commerciale. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis aussi laissé le temps pour devenir entrepreneur en passant en agence de design. Ça, je pense que c'est une étape aussi intéressante. Donc, à la fois de sortir de ces zones de brillance et aussi de passer par le salariat. Et c'est ça qui est à l'opposé de l'entrepreneuriat qui m'a consolidé dans ma décision de devenir entrepreneur. Ce qui peut être un peu une oxymore, c'était un peu un paradoxe.
Oui et non, parce que finalement, c'est une transition. C'est peut-être que tu n'étais pas encore prête de sauter totalement dans la piscine, de dire, OK, je lâche tout et j'y vais, mais je sais même pas avec quoi j'y vais. Alors que finalement, je trouve que c'est une suite logique hyper mature et très, et très posée. Ça te ressemble énormément avec cette capacité hyper stratégique de dire finalement, c'est ce moment où tu as appris à le faire pour quelqu'un d'autre, mais dans une plus petite structure. C'est là aussi où on acquiert d'autant plus de qualités et de compétences et d'habitudes qui vont nous être utiles pour l'entrepreneuriat. Moi, je sais que j'ai tout appris sur le tas parce que j'ai jamais réellement beaucoup travaillé à part dans des ONG, mais c'est un monde qui n'a rien à voir avec le reste. Donc moi, la seule chose que je sais faire de ma vie, c'est avoir des impacts et des idées qui ont des impacts. Mais en fait, derrière tout le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'indépendance, du projet d'entrepreneur, c'est un monde que j'ai dû apprendre sur le tas. Et du coup, je trouve ça chouette de me dire qu'on n'est pas obligé de faire comme ça. Tu seras d'accord avec moi pour dire que le quotidien d'un entrepreneur est justement un quotidien fait de haut et de bas, de up and down et de challenge quotidien. Et comment est-ce que, déjà, quels sont tes challenges, les plus grands challenges desquels tu as dû faire face? Et comment est-ce que tu arrives à équilibrer justement? Parce que je trouvais ça intéressant, tu disais au début que finalement, c'était comment est-ce qu'on sortait de l'essoreuse et comment est-ce on se rendait responsable de ce qui est en train de se créer autour de nous. Et bien sûr, il y aura toujours ces fluctuations parce qu'on est des êtres humains, mais comment est-ce qu'on équilibre tout ça? C'est une question en deux temps. Pour moi, il y a un point qui en fait, c'est une science, hein, ça s'appelle la métacognition. La métacognition, c'est la capacité de savoir les domaines dans lesquels tu es bon et moins bon. Alors, ça rejoint toutes les sciences du développement personnel, mais en tant que tel, enfin, c'est une des facultés du cerveau. C'est pas une science d'ailleurs, pardon. C'est une des facultés du cerveau ou de tout individu. Alors après, on l'a à plus ou moins grande échelle, mais savoir ce en quoi on est bon et ce en quoi on est moins bon. Et, euh, et ça, déjà, c'est une des premières clés pour, euh, pour structurer son projet. Euh, Ensuite, moi, la chance que j'ai, c'est que mon activité tourne autour enfin, concerne la création de stratégies de communication avec du sens pour les entrepreneurs. Donc, j'ai été mon premier cobaye. Donc, j'ai fait plein d'A/B testing, que ce soit euh, psychologiquement de moi, comment je me sens, mes up and down, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, comment, mes succès, mes dérapages, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai contrôlé ce succès, est-ce que j'ai contrôlé ce dérapage. Et donc, j'étais moi-même, donc sur le principe de métacognition, c'est mieux se connaître, mais moi, c'était aussi m'auto-analyser. Alors, c'est pas toujours facile, hein, évidemment, mais c'est cette introspection. Je pense que enfin, c'est la façon aussi dont j'accompagne moi tous mes entrepreneurs. C'est avant d'aller euh, se promouvoir ou à l'extérieur, il faut déjà se connaître soi. En fait, on ne peut pas promouvoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, moi, je veux trouver des clients, je veux me faire connaître, mais enfin, te connais-tu toi avant que les autres te connaissent? Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour que l'on puisse euh, convaincre quelqu'un d'acheter tes produits ou services, la première des personnes qui doit être convaincue de ça, c'est toi-même. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut que tu investisses sur toi. Et ça, c'est une démarche aussi qui est, moi j'aime beaucoup dire, accoucher de soi-même. Investir sur soi-même, c'est parier sur soi comme si on était le bon cheval. Donc ça veut dire dépenser de l'argent. Et ça aussi, pour moi, c'est une des premières étapes qui ça fait plus comme une connexion, comme un acte de foi en fait, hein. Parce que tu paries pas sur quelqu'un. Quand tu paries sur un copain et tout, mais quand tu dois parier sur toi, bah, c'est là on revient avec ce principe de métacognition. Alors j'étais à l'auteur, oui, non, enfin tu vois, il y a une espèce de dialogue interne. Et, euh, et pour moi, ce saut-là de parier sur soi, ça déclenche le fait que les autres vont parier sur toi. Mais encore faut-il savoir sur quoi, parce que parfois on parie sur soi-même et on parie pas dans la bonne, en fait, on parie pas dans la bonne direction. Donc le troisième point,
c'est aussi vraiment rester aligné avec soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les sirènes du marché, les chants des sirènes du marché, le chant des sirènes de la pression sociale, le chant des sirènes de j'aimerais bien ça, le chant des sirènes de... donc ne pas se faire ni piéger par le chant des sirènes, ni piéger par les démons. Donc les démons, c'est non, t'es trop nul, non, tu vas pas y arriver, non, machin. Donc nous-mêmes, on fait de l'auto-sabotage. Et le chant des sirènes, c'est croire à des paradis artificiels. Donc c'est arriver à faire le tri dans tout ça pour, dans tout ce marasme et tout cette espèce de ces dialogues qu'on a avec nous-mêmes internes, de trouver euh, où est le bon chemin. Parce que dans l'entrepreneuriat, plusieurs chemins s'offrent à nous. Plusieurs chemins peuvent arriver au même endroit aussi. Euh, et donc, c'est vraiment ces réflexions-là à avoir et ça prend du temps. Donc, il faut aussi avoir une certaine forme d'indulgence. Et le dernier point que j'aurais envie de souligner, c'est quelle valeur a-t-on envie de donner à l'erreur? Euh, Se débarrasser de l'erreur punissante pour intégrer l'erreur apprenante. Donc moi, c'est des sujets en fait sur lesquels j'ai fait des masterclass, des conférences et sur lesquels j'accompagne beaucoup mes entrepreneurs. Donc c'est des sujets que moi j'ai étudiés pour ma propre gouverne, que je continue à étudier à ma façon, avec des bouquins, des podcasts, des articles. En aucun cas je prétends être spécialiste dans tous ces domaines-là, ni être psychologue, ni thérapeute, ni coach. Je reste entrepreneur spécialisé dans la communication. Mais c'est des sujets que je rajoute à mes accompagnements. Et c'est aussi, de par cette espèce d'exercice donc de métacognition, j'ai tiré toutes ces conclusions-là, en fait. Et en ajoutant, en plus de mes succès et mes dérapages, ceux de mes clients, évidemment. Moi, j'adore parler justement de ce qui nous challenge, de nos dérapages, de comment est-ce qu'on a réussi à les transformer. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être dans ces dernières années, est-ce qui t'a le plus mis en échec, mais pas en maths? Et comment est-ce que tu as réussi à te réinventer à la base de cette situation? Alors, c'est pas forcément le. Alors, je pense que les dérapages, justement, ça reste un échec quand tu dis ça a été la pire des choses. Et ça devient un outil de transformation quand justement tu ne mets plus, ça a été la pire des horreurs, je pense. En tête, rapidement, il y a deux choses qui me viennent en tête. Un, où je suis trop sortie de ma zone de compétence quand je suis arrivée à Barcelone pour ouvrir une boutique de décoration, de luminaires. C'était à la fois un échec et un succès. C'était un succès parce que c'est une marque que je suivais depuis que j'étais étudiante à Paris. Et je les ai vus grandir, grandir, grandir. Et tout d'un coup, j'ai vu la marque, la boutique à Lyon. Je me suis dit, mais dingue, quoi. Et en discutant avec la vendeuse, elle me dit, ah, mais ils adoraient être en Espagne et tout. Et je suis partie d'une agence de communication à Madrid un peu brutalement. Ils ont fait exploser mon équipe. Ils m'ont débauché pour débaucher tout le monde. Et donc, ça a été un peu violent au bout de 6 mois de tout faire sauter. Mais c'est devenu un point. Alors ça pourrait être un troisième aussi, une troisième expérience. Euh, c'est devenu un point positif parce que c'est ce qui m'a obligé à bouger à Barcelone pour ouvrir cette marque en France. Donc, je les ai contactés et j'ai réussi à créer mon poste. C'est-à-dire que je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis allée les voir en France. Ils ont dit bingo. J'ai complètement créé mon poste et on a ouvert une boutique à Barcelone. Je fais l'histoire courte parce que c'était un peu plus long. Donc en soi, moi je trouvais que c'était génial. Je me dis waouh, canon. En plus, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça, donc c'était pas un truc anecdotique. C'est pas l'échec, mais l'erreur que j'ai fait, c'est que déjà je suis trop sortie de ma zone de compétence et donc j'étais très malheureuse de ne plus créer parce que moi le projet que je leur avais proposé, c'était de m'occuper de la marque et de développer la marque en Espagne, donc à la fois avoir un poste de directrice de la filiale espagnole, mais de m'occuper de toute la partie marketing communication, ce qui ne s'est pas fait. Je suis restée vendeuse, donc c'était très, très sympa d'être vendeuse, mais bon, pendant 6 mois, mais au bout de 6 mois, moi, je devenais dingue d'être vendeuse. Et eux n'étaient pas forcément prêts c'est la première fois qu'ils embauchaient des gens ils m'ont dit, hein, qui étaient diplômés, et donc qui les contredisaient, ou qui opinaient, ou qui disaient oui, non, mais, ou qui... Et c'est la première fois qu'ils sortaient à l'étranger. Donc, on avait tous les deux notre part de responsabilité. Moi, je crois que j'ai vraiment cru au Père Noël de pouvoir développer ça, mais là où j'aurais été très triste, c'est que je n'ai pas continué mon cœur de métier.
Donc, le deuxième point, c'est cette sortie de cette agence de communication euh, qui s'est transformée en essai très positif parce que 3 mois après, ils m'ont rappelé. Euh, donc, voilà, si je fais rapidement, je me suis fait débaucher d'une maison d'édition pour rentrer chez eux. J'ai débauché moi aussi des gens pour constituer mon équipe. Et au bout de 6 mois, ils nous ont dit, ce que je ne savais pas, c'est qu'on était la quatrième ou cinquième équipe qui cramait parce que le client, je ne vais pas le nommer, était tellement compliqué. C'était la cinquième équipe qui était à chaque fois et tout le monde partait en démissionnant, c'était l'horreur. Et là, ils m'ont dit, tu es la meilleure de toutes les personnes qu'on ait pu recruter pour ce projet-là, sauf qu'on est obligé de te licencier parce que ce client nous le demande. Ils veulent réduire les coûts, tout monter avec le strict minimum en interne chez eux. Moi, je leur ai dit, ils vont directement au casse-pipe. Ils ont besoin d'un directeur de création. Je vais leur demander si je peux, en interne, être directrice de création. Ils m'ont dit, non, on se débrouille tout seul. Très bien. Donc, je suis partie assez blessée de cette montée fulgurante et de cette chute aussi rapide. Euh, et surtout de savoir comment il fallait monter le truc et que ça ne s'était pas fait. Je me dis, bon, bah, tant pis, moi, ça me donne d'une situation négative, on en sort une positive, donc j'ai pu décrocher cet autre job. Mais 3 mois après, il m'appelle en me disant, Laure, c'est le coup de téléphone le plus difficile qu'on ait jamais eu à avoir. Je dis quoi? Donc, c'est la fille des ressources humaines de l'agence de communication qui me contacte et qui me dit, ce client exige que tu reviennes. Ils s'en sortent pas, c'est l'horreur. Toutes tes conditions seront les leurs. Et là, moi, je reste scotchée. Donc, le but, c'est pas de me dire ah là là, génial, génial. Mais c'est surtout ce que j'ai envie de faire passer, c'est que d'un échec ou d'une situation difficile, euh, il y a une leçon, il y a un moment positif, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va le récupérer. On ne sait pas. Euh, donc moi, d'avoir monté ces magasins, d'avoir eu ce retour et tout, euh, monter les magasins, quand j'ai des clients qui veulent avoir monté un local commercial, je peux les accompagner énormément. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'aller, d'installer, de faire un suivi de travaux, d'installer du triphasé ou de dire non, on va pas. Enfin, je suis beaucoup sortie de ma zone de compétences, mais résultat, j'ai acquis une quantité de connaissances géniales. Et si je termine rapidement ma troisième échec, oui, qu'il y en a où c'est plutôt je me suis un peu défilée, c'est toute la partie commerciale, enfin pardon, comptabilité et financière de mon projet. Pendant longtemps, j'ai eu une très très bonne amie associée qui s'est occupée de mes comptes. Parce que moi, je partais du principe que je ne savais pas faire et que j'étais nulle. Parce qu'on m'a toujours dit, parce que toi, tu es créative, les numéros, c'est pas ta zone de brillance. Et en fait, en faisant une analyse de personnalité professionnelle, je me suis rendu compte que j'étais à 50-50, autant dans le terrain que enfin, autant dans la théorie que la pratique. Et toute cette partie maths, il n'y avait que moi qui me l'interdisais de l'avoir, que je l'avais largement. Et donc, j'ai récupéré, moi, toute cette partie-là, pour laquelle je pensais que j'étais archi nulle. Et en fait, ça fonctionne très bien. Mais c'est des espèces de croyances que l'on a ou que l'on s'est nous-mêmes mis ou que le contexte a fait que. Donc voilà, ça, ce seraient les trois échecs. Mais au moment où c'est arrivé, c'était vraiment des échecs cuisants. Mais avec le recul, c'est des choses chouettes. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, un point à tirer. Et évidemment, enfin, dans l'entrepreneuriat, il y a des échecs qui sont vraiment durs, avec des gens qui s'endettent, avec des choses très, très dures. Donc, ça fait un peu léger de tenir ce genre de propos, mais je pense que même dans des situations complexes, il y a un apprentissage. Il y a une leçon à en tirer. Le jour, la date et l'heure, on l'aura jamais. On ne sait pas quand ça arrive. Mais à un moment ou à un autre, on retombe sur nos pattes, quoi. Ouais, pour moi, ça a beaucoup à voir avec cette question de responsabilité dont on parle beaucoup dans le développement personnel, développement spirituel. Et moi, j'aime le ramener à cet éveil professionnel qu'on est quand on est en train d'entreprendre notre chemin avec avec ce business conscient, avec ce projet de cœur. Et cette responsabilité de se dire, OK, comment est-ce que je crée ce que j'ai envie de créer aujourd'hui et comment est-ce que je suis aussi consciente que je suis en train de faire du mieux que je peux. Donc pour moi, c'est la responsabilité ou la question de la responsabilité, c'est pas comment on se flagelle, mais plutôt comment on sent puissance, on se connecte avec ce qui fait notre essence. Et quand je t'écoutais, moi, ça m'a rappelé que ma première expérience dans l'entrepreneuriat, c'était en tant que gestion de projet. Donc, c'était un peu entre ce que je faisais avant, qui était du management de projet pour des ONG et pour des institutions internationales.
Ça, je l'ai fait pendant 1 an et demi, plus ou moins. Et après, j'ai commencé à switcher parce que ça me plaisait plus trop le monde du développement international. Et je me suis partie travailler pour une entreprise sociale. Donc, il y avait toute la partie développement commercial et toute la partie gestion des équipes. Mais donc, en fait, du coup, je passais ma vie à faire de la planification, du management et tout ça. Et en fait, c'est pas mon kiff. Moi, j'aime monter un projet. J'aime monter un projet, j'aime le mettre en mouvement. Et en fait, là, je faisais juste la partie montage. Je mettais les pièces ensemble. Mais moi, j'aime que l'une des pièces, ça soit moi, en fait. C'est con à dire, mais c'est vrai. Et, euh, et comment est-ce que je me suis reconnectée avec ma responsabilité? Bah, c'est parce que, et c'est là où ça m'a fait rire, c'est parce que j'ai cru au monde des bisounours, à me dire qu'en fait, je pouvais tout faire, à me dire que, et à croire aussi ce mensonge qu'on s'était raconté de ce poste me convenait. Parce que on avait accepté des concessions tant de mon employeur que de moi, parce que moi, je savais que j'avais envie de ça, parce que mon employeur, il savait que j'avais envie de ça, mais en fait, finalement, dans la réalité, c'était pas possible. C'était un mouton à 7 pattes. Et si on peut arriver à mettre une 5e patte à le mouton, c'est difficilement possible d'en mettre 7. Et ma responsabilité, elle était de croire dans ce monde imagé, dans cette projection mentale que j'avais eue. Et je trouve ça intéressant. Et pour moi, ça a été un grand échec parce que s'en est suivi un burn-out professionnel. Enfin, c'était vraiment pas très, très bien terminé, toute cette histoire. Et en même temps, aujourd'hui, je suis en train d'en récolter, 4 ans, 5 ans plus tard, je suis en train de récolter certains fruits de ça, totalement inattendus, que je ne commenterai pas pour l'instant parce que je ne sais pas exactement où ça va me mener tout ce qui est en train de se passer en coulisses. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer et qui viennent d'une situation il y a 5 ans que j'ai vécu comme le plus gros échec professionnel de ma vie. Et en fait, c'est comment est-ce qu'à l'époque, ben, j'étais pas encore capable de je sais pas trop quoi, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses, j'ai connecté avec plein d'espaces et aujourd'hui, ça me permet que tes mots aient vraiment un sens pour moi. Donc, merci d'avoir partagé un peu de ta réalité. Il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, et c'est pas si, il y en aura, ça c'est sûr, quel aurait un ou plusieurs conseils que tu aurais à leur apporter, peut-être quelque chose de complémentaire à ce que tu as à ce que tu as déjà déposé. Mais un des derniers conseils que tu pourrais déposer ici. Mais écoute, c'est un conseil que je viens de dire ce matin. Je suis arrivée un petit peu en retard pour le début de l'enregistrement parce que justement, c'était le dernier conseil que j'ai donné à une de mes clientes en partant. Écoutez votre petite voix. Euh, on- Moi, j'aime beaucoup cette analogie de Jiminy Lee Cricket ou dans Tintin et Milou, le diable et le démon. Euh, à la fin, la solution, enfin, oui, à la fin, la solution, on la sait et depuis le début. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas dire à la fin, mais depuis le début, on sait la réponse. Sauf que elle est inavouable, elle est pas possible, elle est X, Y, Z. Mais tout au fond, tout au fond, tout au fond de nous, on connaît la réponse ou les réponses. Donc, allez et vous connectez-vous à ça. Moi, j'aime assez une coach française qui vit aux États-Unis qui s'appelle Christine Levicki et qui disait plus la petite voix que vous entendez, plus vous lui répondez en disant non mais n'importe quoi, mais tu vas pas faire ça, plus vous devez prêter attention parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Plus vous voulez la faire taire, plus c'est quelque chose qui doit se manifester. Ça, c'est un des premières astuces. Un autre conseil, tu as parlé de responsabilité, et tu as parlé aussi d'éveil. J'ai un groupe Facebook qui, au départ, s'appelait les entrepreneurs sensationnels. Donc, c'était faire des idées sensationnelles, toujours mes mots valises, que j'ai transformé dans les entrepreneurs éveillés, dans lequel je donne tous les jours, pratiquement, des trucs, des astuces photographiques, graphiques, vidéographiques. J'épluche des actions de communication. Je présente des entreprises qui, je trouve, ont un impact pour X ou Y, des innovations dans le design. Il y a tout un tas de sujets qui permettent d'ouvrir la réflexion aux entrepreneurs, en fait, sur des sujets très, très différents. Et pourquoi j'ai appelé ce groupe-là, je l'ai modifié pour les entrepreneurs éveillés. Je pense que dans l'entrepreneuriat, donc, en général, on parle énormément de développement personnel. J'aurais envie de créer du développement professionnel. Je pense que tous les outils de développement, je viens d'inventer là, mais tous les outils de développement personnel,
moi, je m'en inspire pour accompagner mes entrepreneurs au niveau professionnel. Méditer 20 minutes tous les matins, poser ses intentions, à mettre en place 20 minutes de mouvement physique du corps. Je ne parle même pas de faire du sport, de mettre son corps en mouvement 20 minutes tous les matins. Poser ses intentions aussi. Avez-vous réellement posé vos intentions? Qu'est-ce que c'est les intentions? J'aimerais facturer ce mois-ci, atteindre les 2 000 euros. J'aimerais atteindre les 1 000 euros. J'aimerais atteindre 500 euros. Mais déjà, formuler. De cette formulation, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Il y a tout un tas de mécaniques. Alors après, si on est bien connecté, on peut dire que c'est des mécaniques énergétiques, spirituelles. Ça, je laisse chacun le mettre le curseur où il a envie. Mais il y a vraiment... ça rejoint un peu le sujet aussi d'être aligné avec soi-même. J'aime beaucoup dire, moi, que je crée des stratégies de communication avec du sens et aligné avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire aligné avec soi-même? Ça veut dire que vous ne vendez ni votre âme au diable, ni vous êtes que autour de votre ego. Donc, c'est trouver ce juste milieu entre vous, votre marché, vos clients, vos concurrents et tout un tas d'autres facteurs, en fait. Et donc, c'est trouver ce juste équilibre. Et je reste persuadée que l'intention, la justesse et puis vraiment aller puiser au fond de soi. Donc, oui, on est beaucoup plus dans une dynamique ouais, on pourrait dire énergétique peut-être, ou d'éveil. Il y a vraiment cette espèce d'alignement des planètes qui se met en place quand vous vous écoutez vous, sans pour autant, je dis pas qu'il faut vivre au pays des bisounours, c'est pas ça non plus ce dont je parle, mais c'est essayer de trouver cette justesse. Et c'est un entraînement, ça se fait pas tout de suite, mais de temps en temps, alors on peut aussi utiliser parfois cet état de flow. C'est quand tout d'un coup, il y a des journées où vous mettez 8 heures pour pondre un pauvre email que finalement, vous n'avez même pas envoyé. Et il y a d'autres journées où en une demi-heure, vous avez abattu 10 tâches d'un coup. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais tout simplement parce que c'est une question d'être connecté avec ce qu'il faut faire. Donc, écoutez-vous plus. S'il y a des journées où ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort et vous n'avez à rien faire, mais vous arrêtez de bosser et puis vous allez marcher dans la forêt. Et puis, s'il y a des journées où tout d'un coup, vous êtes une vraie fusée, bon, bah là, vous en profitez pour abattre des trucs. Mais arrêtez aussi de se culpabiliser. Être indulgent avec soi-même, faire la part des choses entre je fais rien parce que je glande sur mon canapé à rien fiche ou je fais rien parce que j'ai besoin de temps off pour réfléchir. Et réfléchir, c'est pas rien faire. Voilà, accorder un petit peu enfin, pas un peu, mais un peu beaucoup d'espace à tous ces moments-là. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, hein. Mais pour se connecter à ces mouvements de flow et faire qu'ils soient plus récurrents. Et par exemple, je sais pas, si vous détestez la comptabilité, bah, essayez de voir à quel moment de la journée ça reste plus agréable à faire. Ou est-ce que vous êtes beaucoup plus disposé à travailler le matin, l'après-midi, avant le déjeuner, après le déjeuner, le soir très tard, le matin très tôt? Étudiez-vous. Je reviens à ce que je disais de la métacognition. Étudiez-vous aussi de comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui a fait que cette étape cet moment de flow ou de génialissime est arrivé? Et qu'est-ce qui a fait que un autre jour, vous vous retrouvez au fond du trou? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et si vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, ok, je me suis retrouvée au fond du tout parce que tout simplement, j'ai une réflexion débile de quelqu'un que je connais absolument pas qui m'a foutu par terre, ou parce que j'ai eu ça, ou parce que j'ai eu ça. Donc, étudier toutes ces mécaniques, ce qui fait monter et descendre, pour non pas avoir du contrôle, parce que le contrôle, c'est la perfection, c'est l'angoisse et c'est invivable, mais mettre du sens et arriver à être plus aligné avec ce que vous faites et avec votre petite voix, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué. C'est super clair et moi, mon parti pris dans Kaluna, c'est de développer un business organique. C'est justement d'apprendre à faire la jonction entre qui on est, notre essence, notre énergie, notre mission, notre pourquoi et comment est-ce qu'on peut le faire de manière stratégique et aussi de manière que ce soit un plaisir en fait, que ça fasse réellement sens pour nous. Et et j'aime beaucoup cette idée de développement professionnel. J'ai de plus en plus de mal avec les termes de développement personnel, de spiritualité, parce que je trouve que ça a été profondément galvaudé et que ça en a perdu son sens premier, qui est d'être soi
Et c'est un peu le fil conducteur que tu nous as partagé aujourd'hui, que ce soit dans tous les outils dont tu nous as parlé. Finalement, c'est comment est-ce qu'on est soi-même en développant quelque chose qui fait sens pour nous. Et le coq plus soi depuis quelques minutes en t'écoutant. Et voilà, je trouve notre partage hyper intéressant. Du coup, on en arrive à la fin de notre partage. Laure, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, avant qu'on se dise au revoir, j'aime laisser à mes invités l'opportunité de pouvoir déposer comment on peut les trouver, surtout si des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui connectent avec ton essence, qui puissent bénéficier de tes talents. Comment est-ce qu'on se retrouve alors? Alors, on me retrouve sur mon site internet qui s'appelle laurbarthélémy.com. Vous pouvez réserver 1 heure gratuite. Ça, c'est un autre point aussi que je n'ai pas mentionné. Pendant longtemps, j'ai cherché aussi un mentor, un coach, tout un tas de figures, non pas pour m'aider à faire des business plans ou m'aider à définir des lignes de production, mais pour me challenger. Et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des gens qui me disaient ah oui, 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 c'est super, vas-y. J'en ai trouvé d'autres qui me disaient non, mais n'importe quoi, avec 2 enfants en bas âge, aucun intérêt. Mais d'avoir un échange constructif de pourquoi, comment, d'envisager les choses, j'ai pas forcément trouvé, surtout sur une dynamique de communication et de développement de projet. Et donc, je le propose moi, ça. Euh, et c'est 1 heure qui est gratuite, mais qui est efficace. En fait, moi, à la suite de 7 heures, vous repartez avec des vrais conseils faciles à mettre en place et peu coûteux comme compliqués et coûteux, parce qu'évidemment, il y a différents degrés. Euh, et, euh, et moi, c'est la satisfaction déjà de filer un coup de main à un entrepreneur, parce que parfois, en 1 heure, on peut vraiment débloquer des choses. Et aussi la, la découverte de nouvelles problématiques, d'un nouveau sujet d'entrepreneuriat, parce que moi, je suis fan numéro 1 de mes entrepreneurs. Je les appelle mes chers entrepreneurs. Et puis, ces nouvelles problématiques, moi, je peux ensuite les partager avec mes clients. Il n'y a aucun engagement. Et vous pouvez me retrouver aussi sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Entrepreneurs Éveillés, euh, où là, je partage tout un tas de tips. Je ne suis pas sur Instagram parce que ça fait 2 ans et demi que je réfléchis à qu'est-ce que je vais proposer sur Instagram pour ne pas proposer un énième. Alors, il faut faire un logo comme ça, alors il faut faire une campagne comme ça. Je trouve qu'il y a déjà plein, plein, plein de comptes qui parlent autour de la communication. Donc, je suis en train de, de réfléchir à ma stratégie, à mon concept. Il est presque abouti. Maintenant, il faut une question de temps. Mais donc, mon dernier conseil aussi, ce serait de ne vous précipitez pas et posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être leader ou vous voulez être challenger? Euh, c'est intéressant d'être leader. Et on peut être leader quand on réinvente les codes. On est leader, ça ne veut pas dire forcément détrôner les leaders existants. Si vous réinventez les codes et vous démotez vos leaders, vous devenez leader de votre espace. Et ça change complètement la donne. Donc, tout le monde peut être leader. Je plus sois. Et merci. De toutes les manières, vous retrouverez aussi dans la description de cet épisode tous les réseaux de Laure, que ce soit son groupe Facebook que je vous recommande, qui moi m'inspire énormément, ou aussi son site internet. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description. Avant qu'on se quitte, Laure, j'aurais aimé que tu puisses déposer quelle est la célébration que tu as envie de fêter avec moi, avec nous aujourd'hui. Je célèbre la joie dans les yeux des gens que j'accompagne. Et, euh, et moi, le fait d'être un des petits éléments de réalisation professionnelle de ces personnes, je trouve que enfin, pouvoir contribuer à la réalisation professionnelle de quelqu'un et à son autonomie, c'est encore plus beau que d'une facture payée pour moi. Je travaille beaucoup avec des femmes. Je n'ai pas que des femmes, mais j'ai aussi beaucoup de femmes. Euh, la particularité de mes entrepreneurs aussi, ce ne sont pas des hauts potentiels, mais des multipotentiels qui souvent viennent me voir un peu comme à la fin d'un marathon en me disant je ne sais plus où aller. Et de les voir repartir tout contents sur leur bout de chemin et revenir après, au bout de 3 mois, ah regarde, je fais ça et tout. Je trouve que c'est très, très gratifiant
Et c'est vraiment une immense satisfaction. Alors, moi, j'aimerais comme prochaine satisfaction, c'est embaucher des gens aussi. Je trouve que c'est extrêmement gratifiant. J'ai déjà une personne qui travaille avec moi, mais j'aimerais bien en avoir d'autres. Euh, donc voilà, je célèbre ça. Ouais, l'autonomie tout en dédiant du temps à être dans son jardin, les pieds et les mains dans la terre, en dédiant du temps à être avec son chien, passer en forêt, passer du temps avec son amoureux ou avec ses enfants, ou à faire des hobbies. Voilà, je pense que il faut arriver à. Je célèbre aussi le fait de pouvoir combiner euh, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. J'aime énormément cette phrase, moi. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et puis après, il faut arriver à faire danser tout ça en même temps. Je te souhaite une très jolie journée, Laure. Merci, merci, merci de ton temps, de toutes ces pépites que tu viens nous délivrer. C'était un plaisir de te recevoir ici. Je suis vraiment ravie d'avoir été là. Un immense merci pour ton invitation, ton écoute et tes questions. Et puis, vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant, merci d'être restés. Ça veut dire que ce contenu vous a plu. Si vous en avez envie d'être maintenu au courant, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite de podcast. Comme ça, chaque fois que je publie un nouvel épisode, vous êtes au courant. À très vite. Ciao, ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrètes. À très vite!